Pour moi, le sujet était philosophique. La découverte de Bitcoin, c'était une claque phénoménale que j'ai pris dans ma tête. C'est comprendre que tu peux créer de la valeur à partir de la confiance et que la confiance, elle peut être générée avec des maths, donc la cryptographie, et pas forcément avec un tiers de confiance, les banques. PFL, mais le PFL, c'est pareil. En fait, j'aimais bien le côté être geek quand j'étais à Prague, parce que j'étais le seul. Enfin, j'étais le plus geek, ou j'étais le meilleur en tout cas. Ouais. Fondé par Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman. La poésie pour les oreilles. Mais genre, qu'est-ce que l'argent? Pourquoi l'argent porte un taux d'intérêt? Pourquoi le taux d'intérêt est dicté par un planificateur central, c'est-à-dire la banque centrale, plutôt que par le marché comme tout le reste? Donc voilà, de passer de tes euros à de la crypto et de la crypto à tes euros, mais directement depuis ton compte en banque, sans une notion d'exchange. Tu sais, nous, on est complètement non-custodial. Donc non-custodial, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à aucun moment, on a de pouvoir de disposition sur tes fonds. Je suis tombé amoureux d'une boîte à Genève. J'ai postulé que dans celle-ci, dans aucune autre. Donc j'ai insisté, ils m'ont dit non. J'ai réinsisté, ils m'ont dit non. Alors du coup, je me suis pointé en bas à la réception. J'ai fait descendre la nana des ressources humaines. Et j'ai dit à la nana, mais je suis vraiment motivé. Vous voyez, prenez-moi. Je me présente, Abel Rabérin. Je suis conseiller en gestion de fortune en France et conseiller financier. Et mon objectif, c'est de cibler les autres conseillers en gestion de fortune, les banques privées et les fonds d'investissement, et d'essayer de leur faire comprendre l'intérêt de Bitcoin en premier lieu, et puis aussi l'intérêt des crypto-monnaies s'ils me le demandent. Donc du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter ton projet et pour ceux qui ne connaissent pas? Écoute, merci de me recevoir, en tout cas très intéressant. Donc nous, notre société s'appelle Mon Pèlerin, MT Pèlerin. Et on a été assez connu en Suisse pour avoir été la toute première société qui a incorporé ses actions dans des tokens et à rendre ça légalement une seule chose, ce qui veut dire que le token holder est un shareholder, donc en tant que tel protégé par la loi et pas seulement par un contrat de droit privé. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas émis de tokens comme d'autres boîtes, on a émis des actions tokenisées. Donc depuis, effectivement, on aide beaucoup de sociétés à faire ces sujets-là. Notre activité principale aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le on-off ramp. Donc c'est finalement comment passer de ton IBAN à ton adresse et de ton adresse à ton IBAN de la manière la plus... Fiat au crypto. Voilà, donc de passer de tes euros à de la crypto et de la crypto à tes euros, mais directement depuis ton compte en banque, sans une notion d'exchange. Tu sais, un exchange, tu as un order book où les gens doivent placer des ordres ou matcher des ordres, retirer de l'exchange qui lui est centralisé. Nous, on est complètement non-custodial. Donc non-custodial, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à aucun moment, on a de pouvoir de disposition sur tes fonds. On te livre directement dans ton wallet, que ce soit ton MetaMask, ton Trésor, ton Ledger ou le wallet mobile que nous on offre, parce qu'on offre aussi un wallet mobile, mais c'est un wallet mobile non-custodial, ce qui veut dire qu'il est généré localement. Nous, on n'a pas de copie, on n'a pas de pouvoir de disposition sur les fonds, tu es maître de ton destin. Et ça, c'est toute la philosophie de notre entreprise, c'est pour ça que ça s'appelle Mon Pèlerin d'ailleurs. Je ne sais pas si tu connais, mais... Est-ce que tu peux Mon Pèlerin, c'est un petit mont qui est au-dessus de Vevey, qui est très connu parmi les libertariens de ce monde pour avoir connu la naissance d'une société de penseurs qu'on appelle Think Tank, qui s'appelle la Société du Mont Pèlerin, qui a été fondée par Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman. La poésie pour les oreilles, ça. Voilà, mais aussi... c'est l'école autrichienne des codes. Voilà, mais pas que. Donc il y avait aussi des journalistes, etc. Et en fait, le but de ce think tank, le but de cette société de penseurs, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, c'était finalement de promouvoir la liberté comme une précondition à la prospérité. Et si on a la prospérité, alors on évitera la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Et donc c'était ça finalement toute la philosophie, et de manière connexe, de promouvoir la décentralisation à la Suisse, de dire que finalement il faut éviter d'avoir un pouvoir tentaculaire, d'avoir un pouvoir central trop fort. Il vaut mieux avoir que le maximum de pouvoir se trouve localement là où tu es, un petit peu comme en Suisse, c'est-à-dire dans ta commune, puis un petit peu moins dans ton canton et encore un petit peu moins dans la confédération, parce que finalement la prérogative de la capitale, c'est quoi? C'est de te protéger, c'est l'armée, c'est les grandes infrastructures, mais ta vie de tous les jours, elle se passe dans ta commune, les écoles, les routes, les éclairages, etc. Donc c'est logique que finalement tes impôts soient plus chers localement qu'à la capitale. Voilà. Ce qui est un petit peu l'inverse de la philosophie française qui est très centralisée, où finalement tout le monde paye à Paris et à la fin Paris redistribue dans les régions comme il veut, etc. Donc voilà. Donc finalement ils ont été toujours partisans de cette idée de la décentralisation à la Suisse, et ils ont toujours été d'essayer de promouvoir au maximum ces idées-là, et avec l'idée de liberté comme la précondition réelle de la prospérité qui fait tout. Ok, donc ça s'est retrouvé dans le nom. Exactement. C'est
les valeurs qu'on porte. Ok. Et du coup, pour ajouter à ça aussi le fait que il y a la possibilité d'acheter sans KYC avec vous. Oui. C'est-à-dire qu'en dessous de 1000 francs par jour, il y a la possibilité de ne pas faire comme dans les exchanges centralisés, on est obligé de nous donner toutes nos informations personnelles. Là, c'était aussi une volonté de votre part? Alors, c'est une volonté et en même temps une possibilité que nous offre le contexte réglementaire suisse. Okay. C'est-à-dire qu'on n'est pas hors la loi quand on fait ça. On fait ça parce que le contexte réglementaire suisse nous autorise à effectivement, comme tu l'as dit, faire jusqu'à 1000 francs, donc c'est un peu plus de 1000 euros par jour, 15 000 par mois et 100 000 par an. Okay. Donc tout ça cumulé, donc c'est du et ou, évidemment, sans KYC. Et donc effectivement, pour un primo-accédant, c'est quand même plus sympa de pouvoir commencer à acheter ses premiers bitcoins ou ses premiers ethers sans avoir à forcément avoir la friction, parce que c'est quand même au-delà d'être dérangeant, c'est quand même aussi une friction. Aller chercher ton passeport, prendre en photo une preuve d'adresse, faire un live selfie, enfin tu vois, c'est des process qui sont ça prend du temps, c'est dérangeant, voilà. Donc c'est bien, voilà, ça permet aux gens de s'exposer au marché sans avoir à passer plus de temps que ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous on est une entreprise suisse. Et en tant que tel, on est soumis au secret des affaires suisse. Donc même si tu passes ton KYC chez nous pour transacter des plus gros montants, ta data, elle reste chez nous. On n'est pas sous l'échange automatique d'informations, on n'est pas une banque. Donc à aucun moment, nous, on fait de l'échange automatique d'informations. On va effectivement, si éventuellement tu es un criminel de grande envergure et qu'il y a Europol qui vient nous demander des informations sur toi, évidemment que collaboration. On va collaborer. Si un juge suisse vient nous voir en disant lui, il faut lever le secret des affaires parce que c'est un criminel, et moi juge, je fais une instruction ou une investigation sur cette personne, évidemment on va travailler avec la justice, mais c'est pas systématique, c'est pas c'est au cas par cas. Pour te dire vrai, jusqu'à maintenant c'est très très rare ce genre de cas, il faut vraiment être un très grand criminel pour que ce genre de sujet se passe. C'est assez dérangeant que quand on parle de vie privée, on vienne toujours à devoir parler de criminels, et du coup les gens font l'amalgame. Mais oui, mais c'est surtout que finalement on emmerde, excuse-moi du terme, mais on emmerde 99% des gens pour même pas 1%. Même 99,999 pour finalement ne pas emmerder les 0,01 de criminels, parce que eux ils connaissent le système et donc eux ils les contournent le système. Et donc c'est ça que finalement en fait on emmerde tout le monde pour finalement avoir aucun effet bénéfique sur la société de manière générale. Mais malheureusement c'est le contexte réglementaire, nous on agit selon le contexte réglementaire, donc forcément on doit s'y conformer. Voilà. Okay. Et du coup, tu as dit que vous n'êtes pas une banque. Je sais que... On est intermédiaire financier, ouais. Ok, parce que il y a des raccourcis de langage quand on parle de mon pèlerin, moi j'ai déjà entendu banque crypto. Non. Du coup c'est pas une banque. Non, alors effectivement, on peut comprendre pourquoi les gens font le raccourci. Ouais. Et notamment, c'est vrai qu'en Europe, on a plutôt tendance facile à utiliser le mot banque. Ouais. En Suisse, c'est un mot qui est régulé. Donc utiliser le mot banque, si nous demain par exemple sur notre site web on met bank quelque chose, on va se faire mais démonter par le régulateur. Mais complètement, parce que le mot banque ne peut être utilisé que par les banques régulées en tant que telles. Donc nous on n'est pas banque, donc on ne peut pas utiliser ce mot, jamais. Nous on offre des comptes qui s'apparentent à des comptes bancaires, si tu peux l'imaginer comme ça, notamment avec la prochaine version qui sort là, avec les IBAN dédiés. Donc on va sortir une version. Ça sera quoi? Ce sera en gros, le but c'est de faire un pont entre le monde de l'IBAN, c'est-à-dire l'ancien monde, et le monde de l'adresse, c'est-à-dire le nouveau monde, c'est-à-dire le monde de la crypto. Okay. Et donc de dire tu vas pouvoir bridger, tu vas pouvoir linker ton adresse qui t'appartient à ton IBAN qui t'appartient. Okay. Et donc tu vas pouvoir utiliser cet IBAN que tu vas dire c'est un IBAN Bitcoin, ou c'est un IBAN Ether, ou c'est un IBAN stablecoin euro. Okay. Et donc à chaque fois que tu recevras un virement sur cet IBAN, ça va te créditer du Bitcoin, de l'Ether ou un stablecoin euro. Et donc tu pourras l'utiliser finalement comme un vrai compte en banque, qui sera à ton nom. Donc dans le système bancaire, il n'y a pas de notion de crypto. Dans le système bancaire, c'est comme si quelqu'un te faisait un virement à un compte néobanque, à une Revolut ou à je sais pas quoi. Ouais. Et puis quand tu veux payer, tu possèdes en full custody tes fonds. Okay. Et quand tu veux payer, soit tu payes sur la blockchain, donc tu payes sur une adresse, et si tu veux payer sur un IBAN, tu payes sur un IBAN, auquel cas c'est redeem chez nous, et nous on fait le virement pour ton compte, mais il sort à ton nom. Ça veut dire que ta contrepartie, elle reçoit un virement de Arnaud Salomon, de Jean Tartampion, de je ne sais qui. J'arrive pas à comprendre techniquement dans le process. Là on a envoyé de notre banque traditionnelle vers mon pèlerin, en fait, c'est avec simple. La référence qui représente. Il n'y a pas de référence. En fait, à l'avenir, il n'y aura plus de référence. Aujourd'hui, il y a une référence. Ouais. À l'avenir, ton IBAN, tu pourras l'attacher à
une adresse. Ah, donc ce sera un IBAN qui sera généré par vous. Exactement. Ce sera mon adresse. Exactement, Ça derrière. remplace la référence. Exactement, ça remplace la référence, mais ça veut dire aussi que tu peux l'ouvrir comme un compte en banque naturel. Ce qui veut dire que comme c'est un IBAN à ton nom, tu peux y domicilier ton salaire, tu peux payer tes factures d'assurance maladie, tes factures d'électricité, tes machins comme un compte normal. Ouais. Mais par contre, au milieu, c'est pas comme Revolut, c'est eux qui possèdent tes fonds. Ouais. Là, c'est toi qui posséderas tes fonds sur ton propre wallet. Ok. Et donc, en fait, tu seras en full, ce qu'on appelle self-custody, c'est-à-dire que c'est toi qui es maître de ton Détiens destin et les qui fonds. possède tes clés. Ouais. Et à chaque fois que quelqu'un te fait en fait, c'est un IBAN avec... Finalement, il faut le voir comme ça. C'est comme un IBAN avec un solde à zéro. Ok. L'IBAN a toujours un solde à zéro. Et l'IBAN ne sert qu'à faire du transit. C'est-à-dire que tu envoies 1000 euros, C'est sur ma clé. instantanément, les 1000 euros passent à zéro et ça te crédite 1000 euros équivalent sur ton wallet. Sur mon wallet. Ok. Et donc, c'est génial. ça peut être ton wallet au coffre. Parce que tu dis, bah, moi j'ai un wallet au coffre sur lequel je fais du DCA pour du Bitcoin. Ouais. Ça peut être un wallet mobile parce que tu dis bah, moi j'ai un besoin quotidien sur mon wallet mobile. Ça peut être voilà et Quand après tu dis au coffre, c'est... bah, imagine tu as une seed au coffre, tu vois oui, que tu ok. touches pas, tu donnes juste l'adresse publique et tu attaches tu adresses Mon compte épargne très long terme que je veux pas trop toucher. J'ai mis ma Exactement. stratégie de sécurité, donc elle est même pas chez moi, etc. Exactement. Je peux quand même faire mon DCA. Tu auras un IBAN attaché à ça et donc Ok. n'importe qui t'envoie des fonds dessus, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Donc Quelqu'un toi d'autre, si tu ouais. fais tous les mois un virement, je sais pas moi de 100, 200 balles pour faire de l'épargne dessus, Ouais. ou que ce soit quelqu'un d'autre, pouf, ça va le créditer sur voilà. Et puis tu peux avoir un deuxième IBAN qui va te dire bon bah cet IBAN là c'est un IBAN Bitcoin, cet IBAN là c'est un IBAN Ether, cet IBAN là c'est un IBAN stablecoin euro. Si c'est un stablecoin euro, du coup ça fait littéralement comme un Revolut, ça veut dire que du coup tu as un compte avec un IBAN qui est une interface, c'est juste un IBAN d'interface, mais ton solde il est chez toi, il t'appartient, même si demain nous on vient nous demander de saisir tes fonds, on peut pas puisque c'est que Ils sont chez moi. c'est chez toi qui a la clé. Ok. Voilà. Ah, c'est génial. Et ça devrait... vous pensez... Eh ben la version suisse, donc pour les IBAN suisses, là ça sort ce mois-ci, enfin en mai, hein, on va sortir ça en mai, en mode bêta, Ok. en juin pour le reste du monde. Ok. Enfin pour le reste de la Suisse du coup. Et puis après une fois que ça c'est validé, la partie suisse, on va offrir la même chose du côté européen Ok. avec des IBAN européens Trop bien. en euros. Ah, ça va être cool ça. Je voulais te poser des questions également sur la partie un peu plus entrepreneur et mindset entre guillemets. Parce que du coup, moi je connais ton histoire, mais ceux qui vont écouter ne connaissent pas forcément. Tu es un ancien financier, on peut dire ça comme ça. Ouais, pas vraiment. Enfin vraiment. oui, mais Je dirais comment j'ai un cœur d'ingénieur. Moi, j'ai étudié à l'EPFL à Lausanne. Je sais pas si tu connais. Donc c'est bien sûr. l'école L'école d'ingénieurs d'ingénieurs. très réputée en Suisse, avec une dominante en sécurité informatique. Ça, c'est mon parcours académique. Ok. Par contre, j'ai fait toute ma carrière dans le trading. Essentiellement des matières premières et du forex. Ok. Et effectivement, bah, c'est un peu ce qui m'a amené à tout ça. Parce que quand tu es ingénieur sur un trading floor, que tu démarres ta carrière d'ailleurs en 2007-2008, c'est-à-dire au moment du crash financier, Pire moment. ça amène à plein de questions assez basiques. Hein. Des questions, j'aime Qu'est-ce bien que dire l'argent un peu bêtes, mais genre qu'est-ce que l'argent Pourquoi l'argent porte un taux d'intérêt Pourquoi le taux d'intérêt est dicté par un planificateur central, c'est-à-dire la banque centrale, plutôt que par le marché comme tout le reste Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré ma naïveté, j'avais aucune réponse satisfaisante en face de moi, et la plupart des traders, même les superstars qui gagnaient des millions autour de moi, sur le trading floor, moi j'étais junior assistant trader à l'époque, tu vois, je venais de démarrer ma carrière, personne ne me donnait de réponse satisfaisante. Les gens disaient ouais, l'argent c'est un moyen d'échange. Je manquais une partie de la réponse. J'étais là, mais alors l'inflation c'est quoi Pourquoi tu vois, l'argent c'est pas que un moyen d'échange, c'est aussi un moyen de faire de l'épargne. C'est un moyen de justement de différer un paiement dans le temps et acheter plus gros parce que tu as fait de l'épargne. Donc, et donc pourquoi ça perd de son pouvoir d'achat et en fait pourquoi tout ça est dicté par des planificateurs centraux finalement, et pourquoi en fait cette organisation de la pauvreté généralisée est faite Non élu et... en plus, entité privée. Donc c'est là où ça m'a amené beaucoup à des lectures un peu libertariennes, l'école autrichienne d'économie, Hayek, Ludwig von Mises, Mon Pèlerin, et donc voilà, les valeurs qu'on supporte aujourd'hui. Ok. Et du coup, avec tout ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a quand même des valeurs un peu plus de bitcoiner qui semblent ressortir. Oui, clairement. Ouais. Moi je suis rentré dans le bitcoin pour des questions philosophiques. Imagine-toi, moi à l'époque, en 2011-2012,
Bitcoin, c'était pas un truc où les gens se disaient j'achète du Bitcoin parce que je vais devenir milliardaire. C'est vrai. Les gens ils se disaient pas ça parce qu'à l'époque personne ne savait déjà si ça allait tenir dans le temps, mais il y avait un aspect philosophique qui était très important. Ok. Et voilà, c'était l'aspect cypherpunk de l'époque. Ok. Après oui, il y a eu d'autres étapes, c'est-à-dire qu'on est passé en 2013-2014, il y a eu plus le côté dark web qui est rentré un peu. Oui, alors c'est ce qui a été beaucoup reproché à Bitcoin. Ouais, les gens du darknet qui viennent machin, mais en fait finalement ça a été très minime et très peu dans le temps. Ouais. Après il y a eu toute la partie ICO machin où les gens ils ont fait des fortunes, donc bon bref. Moi c'est pas pour ça que je suis rentré là-dedans. Ouais. Moi, c'était pas vraiment ça le sujet. Pour moi le sujet était philosophique. La découverte de Bitcoin c'était une claque phénoménale que j'ai pris dans ma tête. C'est comprendre que tu peux créer de la valeur à partir de la confiance, et que la confiance elle peut être générée avec des maths, donc la cryptographie, et pas forcément avec un tiers de confiance, les banques. Et ça, finalement, quand tu as compris que tu peux générer un réseau qui comment tu dis, qui enforce la confiance, avec des maths, avec de la cryptographie, et que tu n'as plus besoin, et que tu peux te passer de ces tiers de confiance qui jusque-là se sucraient au passage et qui avaient un droit de vie ou de mort sur tes transactions. Absolument. Et ben ça te change toute ta perspective de vie quand tu es devenu un petit peu libertarien dans l'idée, quoi. Ok. Donc, du coup, tu as réussi à appréhender l'aspect technique, on va dire, avec tes bases d'ingénieur, avec Ouais, c'est surtout philosophique plus que technique. Plus philosophique. Ouais, ouais. Okay. Après, dans la cryptographie, ça me parlait parce qu'effectivement, oui, j'ai étudié les systèmes de communication. Ouais. Et dans les systèmes de communication, je me suis spécialisé justement dans la sécurité informatique et la cryptographie. Donc, forcément, ça me parle un peu. Mais c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était vraiment la philosophie. Du coup, plus l'économie autrichienne. Parce que du coup, même si tu avais travaillé en trading, tu n'avais pas été non plus éduqué sur l'économie keynésienne ou sur l'économie de manière générale. Pas du tout, moi je sortais de l'EPFL. L'EPFL c'est une école d'ingénieurs. Ouais. L'école d'ingénieurs elle te forme pas à l'économie. Donc oui, j'ai pris des cours à HEC parce qu'on avait le droit de prendre quelques crédits à l'époque, machin, mais ça te forme pas à la vie, ça te forme à rien. Tu vois, tu fais des processus stochastiques, tu fais des trucs comme ça, enfin tu vois, tu fais des trucs qui sont... Ouais, qui vont pas te servir. Ben oui, c'est des trucs académiques qui sont pas utiles dans la vraie vie. Ouais. Donc du coup, t'es rentré sur l'économie autrichienne, t'as fait quelques lectures, des podcasts, des conférences. En gros, j'ai lu Sur la route de la servitude de Hayek, donc, que j'encourage absolument tout le monde à lire, parce que c'est quelque chose qui t'ouvre les yeux. Ah ouais, donc La route de la servitude de Frédéric Hayek, c'est un livre extraordinaire, c'est un tout petit livre, ça se lit réellement, ça se lit en une soirée. Okay. J'encourage tout le monde à acheter ce bouquin et à le lire. La Fnac, ils l'ont pas beaucoup en général, c'est dans les grandes Fnac et pas dans les petites Fnac, mais allez-y, faites chier la Fnac et dites-leur de en commander. Enfin, de toute façon, ils vous le commandent si vous le voulez. Voilà. Après, ça prend juste une semaine pour le recevoir, mais il faut lire ce bouquin, quoi. Il est extraordinaire. Parce que du coup, moi je suis rentré avec les livres de Saifeddin Ammous, je sais pas si tu le connais. Sur les livres de Saifeddin Ammous. Ah oui, bien sûr. Donc il résume plus ou moins l'économie autrichienne. Il rassemble un peu tout. Mais du coup le shift mental il est aussi énorme. Très sévère. Énorme. Notamment sur son deuxième livre sur le fiat standard où tu comprends en fait le terme que tu as utilisé tout à l'heure, toute cette économie de la pauvreté en fait. Et donc du coup là il y a tout un shift mental. Mais pour revenir sur l'aspect entrepreneur et vie perso, tu dis ce que tu veux, mais toi à quel point ça a pu te changer Bitcoin? Est-ce que ça a changé ta vie? Est-ce que ça a changé ta façon de voir les choses ou l'économie autrichienne, tout ce qui va à côté? Non, parce que j'ai toujours eu un cap croisé dans le cerveau en fait depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire? J'ai jamais pensé un peu comme les autres en fait. Okay. J'ai toujours été un peu un mec différent. J'ai été entrepreneur très jeune. Moi j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur à 16 ans. Okay. J'habitais à Prague à l'époque en République tchèque. Ah, cool. J'étais l'année dernière pour la conférence. Ah ouais, cool. Bitcoin. Ah cool, t'as été à Paralelnipolis? À quoi? Paralelnipolis. Non, je sais pas. C'est le gros hacker center de Prague. Est-ce que tu penses que c'est l'endroit où ils ont fait la conf? C'est possible, c'est fort probable même. Ok. C'est possible, je sais pas. Mais non, Prague c'est un endroit extraordinaire et moi je suis arrivé à Prague quand j'étais gamin, j'étais tout petit. Prague c'était en plein changement, ça passait du communisme au capitalisme. Okay. Donc voilà, t'avais un changement sociétal énorme à ce moment-là. Okay. Et c'est vrai que c'est extraordinaire quoi. De vivre ce changement-là à ce moment-là de la vie d'un pays, c'est juste extraordinaire. Bref. Et donc un peu plus tard, à 16 ans, j'ai monté ma première boîte qui vendait des PC. Ok. Donc à l'époque, tu avais des PC shop sur les mecs, tu venais, tu faisais ta configuration, je veux un 486
Oasis DX2 133 MHz avec tant de RAM, tant de machin, enfin voilà. J'étais allé de PC Shop en PC Shop pour comparer les offres et puis t'allais acheter ton PC qui était monté à la pièce, quoi, tu vois. Ok. Et les gens après ils achetaient très peu des IBM, des Compaq, enfin tu vois, ces marques-là ils achetaient très peu, ils achetaient vraiment des configurations. Donc les gens ils allaient dans les PC Shop pour s'acheter des configs. Donc ils montaient leur propre PC. Exactement. Et moi j'ai monté ça sans shop, c'est-à-dire que j'avais pas les frais de locaux, j'avais pas les frais de personnel parce qu'il n'y avait pas besoin de personnel, j'avais aucun frais, donc j'étais tout seul. Enfin, pas tout seul, parce qu'on a fait ça avec un copain de l'école allemande. Moi j'étais à l'école française, lui était à l'école allemande de Prague. On a fait ça ensemble et en fait très rapidement, vu qu'on vendait en gros en moyenne 20% moins cher que le marché, on a fait une croissance de ouf. Okay. Moi j'allais à l'école, donc des fois je devais expliquer pourquoi je devais skipper une partie de l'école pour aller livrer en taxi les ordinateurs parce qu'on en avait trop à livrer. Okay. Mes parents ils hallucinaient, ils étaient là, il faut que t'arrêtes, tu vas rater ton bac. Okay. Ça te prenait beaucoup de temps du coup. Mais ça me prenait, évidemment, sur la fin, au tout début c'était marrant. Okay. Au tout début c'était, tu vois, on a fait 3 ordi, machin, on servait les copains, on servait les parents des copains, on servait, enfin tu vois. Puis c'était cool parce qu'on offrait un vrai service à la personne, tu vois, on venait installer l'ordi, on venait expliquer comment fonctionnait Windows XP ou Windows 98 à l'époque ou 95 ou je sais pas quoi. Sur place. Voilà, donc voilà, puis on l'expliquait aux gens, puis il faut rappeler l'époque où il y a des gens qui prenaient la souris qui essaient de mettre sur l'écran pour voilà, ou donc tu vois, donc on devait quand même partir sur certaines bases où le double clic était pas inné, tu vois. Le côté de je clique gauche, clic droit ou double clic, tu vois, déjà c'est des premiers concepts à expliquer aux gens, enfin voilà. Donc comme on faisait tout ce travail là, les gens étaient dithyrambiques, ils disaient ah mais c'est génial, ces gamins c'est 1000 fois mieux qu'une boutique où les mecs ils t'envoient chier, les gamins ils viennent te l'installer à la maison, et comme on n'avait pas le prix de la boutique on vendait moins cher et en plus on faisait un meilleur service. Bon, du coup on a pris une quantité de commandes, mais de fou. Et je dis, il y a un moment où vraiment c'était dingue, quoi. Il n'y avait pas de stock. Ah non, on avait littéralement quasiment pas de stock. On avait très peu de stock. On avait, en gros, il y avait un fournisseur central sur quasiment toute la République tchèque qui importait les pièces. Okay. Et nous, comme on était professionnels, on avait les prix de pro. Okay. Et voilà. Donc on achetait, on assemblait les ordis et on les livrait chez les gens, on les montait chez les gens et on passait 1 heure à leur expliquer comment ça fonctionne. Magnifique. Voilà, ça c'était ma première expérience. C'est fort déjà. Et ensuite le parcours jusqu'à... Et après, il y a 17 ans, je suis venu en Suisse pour étudier à l'EPFL. Okay. J'en ai 41 aujourd'hui, donc voilà. J'ai étudié l'EPFL, mais l'EPFL c'est pareil. En fait, j'aimais bien le côté être geek quand j'étais à Prague, parce que j'étais le seul. Enfin, j'étais le plus geek, ou j'étais le meilleur en tout cas. Ouais. Quand je suis arrivé à l'EPFL, j'étais plus le meilleur. Il y avait 6000 bonhommes autour de moi et il y en avait plein des meilleurs que moi. Okay. Donc en fait très vite je me suis un peu désintéressé du sujet. Okay. Donc j'ai fini les études, j'ai obtenu le diplôme parce que dans l'idée un peu voilà, la voie royale c'est la voie ingénieur, bon bref, donc je suis allé jusqu'au bout. Mais en fait à la fin d'arriver jusqu'au bout, j'avais quand même des doutes sur le fait de vouloir faire ça toute ma vie. Okay. Donc j'avais déjà commencé à prendre un peu des cours à HEC, mais ça m'a pas beaucoup aidé. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai fait le choix après mon travail de diplôme de dire non mais je veux partir dans le trading et uniquement dans le trading. Okay. Et j'étais très intéressé surtout aux matières premières et notamment à l'énergie. Moi je voulais vraiment trader de l'énergie, je voulais vraiment aller dans ce sujet-là. Et puis voilà, je suis tombé amoureux d'une boîte à Genève. J'ai postulé que dans celle-ci, dans aucune autre. Et les mecs m'ont dit non. Donc j'ai insisté, ils m'ont dit non, j'ai réinsisté, ils m'ont dit non. Alors du coup je me suis pointé en bas à la réception, j'ai fait descendre la nana des ressources humaines. J'ai dit à la nana mais je suis vraiment motivé, vous voyez, prenez-moi. Elle m'a dit mais on vous a déjà dit non, genre rentrez chez vous êtes ingénieur, on fait de la finance, mais enfin qu'est-ce que tu fais là? Et moi je suis là mais ne me payez pas, faites-moi rentrer en stage, vous verrez que dans 6 mois je serai indispensable. La nana a été tellement bluffée par mon insistance que finalement, même pas 2 semaines après, elle m'a convié à 2 entretiens d'embauche pour un stage, vraiment pour un stage. Et il y en avait un en risque, un en trading. J'ai nail les 2 stages. Okay. Donc ils m'ont proposé les 2, ils m'ont dit tu choisis. J'ai pris celui en trading évidemment. Okay. Et après ça allait très vite. Après tous les 6 mois j'ai eu une promotion. Okay. Voilà, j'ai gradué très rapidement dans la boîte, ça a été hyper rapide. Jusqu'au moment où j'ai atteint un palier où finalement en gros le prochain palier c'était de pousser le dernier boss dans les escaliers quoi. Prendre sa place. Ce qui n'était pas vraiment mon objectif. Puis sauf qu'à ce moment-là, ce boss là il se barrait en Angleterre. Puis il m'a dit viens avec moi, je t'emmène avec moi en Angleterre. Okay. Et puis à ce moment-là j'avais pas envie. J'avais pas envie d'aller en Angleterre. Je sais même pas pourquoi, c'est même pas j'avais pas d'attache perso, j'avais pas de famille, j'avais pas de trucs comme ça, mais à ce moment-là, l'Angleterre ça me bottait pas, j'avais pas du tout envie.
Et donc c'est le moment que j'ai choisi de quitter et de me lancer de nouveau dans l'entrepreneuriat. D'abord un entrepreneuriat un peu bizarre parce que c'était un entrepreneuriat financé, c'est-à-dire qu'en gros je montais la boîte d'un autre, donc j'avais pas de part, c'était pas ma boîte, mais c'était quand même moi qui montais toute la boîte, qui faisait tout le truc avec un copain, on était deux copains. Les deux qui étaient payés pour monter la boîte. Pour monter une boîte pour un mec qui était très riche. Qui a cartonné, la boîte a cartonné. Okay. Vraiment ça a cartonné, donc ça m'a libéré beaucoup de temps. En fait, une fois qu'on a passé beaucoup de temps à monter le truc, il y a eu le flux, et une fois qu'il y a eu le flux, ça m'a libéré du temps. Et c'est là où finalement en 2016, ça m'a libéré tellement de temps que j'ai pu toutes les idées que j'avais sur Bitcoin, sur tout ça, sur machin, que j'ai pu prendre du temps pour mettre ça sur papier, faire des PowerPoint, faire un business plan, tu vois, coucher des idées sur papier, tu vois. Okay. Et c'est à partir de là où tout a commencé pour redevenir un vrai entrepreneur et lancer mon pèlerin. Donc si on se remet à cette période-là, quand tu mets tout sur papier, vu que tu as dit que tu aimais bien l'énergie, qu'est-ce qui t'a fait dire de ne pas partir sur du minage ou des choses comme ça? Comment t'as... Le minage, d'abord, ça a été une très mauvaise expérience pour moi. Ok. J'ai voulu faire du minage en 2013. Ok. Et c'était les tout premiers ASIC qui sortaient à l'époque, ça s'appelait les Butterfly Labs. Okay. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Il se trouve que ça a été un des premiers scams de l'époque, enfin des premiers scams, j'en ai d'autres, mais c'était quand même un scam. Sur les machines, tu veux dire? C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils ont créé les premiers ASIC. Ouais. Et avant de livrer les premiers ASIC, ils ont miné avec. Donc la complexité du réseau, elle a monté de ouf. C'est-à-dire que toi, tous tes calculs que tu peux faire sur combien ça va te rapporter, t'achètes une machine 2000 balles, tu vois, t'achètes une machine 2000 balles, tu peux faire tes calculs sur quand est-ce que tu vas la rentabiliser, machin. Mais si le mec, avant de te livrer ta machine, pendant 4 mois, 6 mois, il mine avec, il te fait monter la complexité du réseau de ouf parce que d'un coup, tu passes de un minage qui était essentiellement presque PC, GPU, à un minage ASIC spécialisé. Et donc quand eux sortent des trucs ultra performants en minage, ils font décoller la complexité du réseau. Et donc toi en fait, quand tu le reçois, le réseau il est tellement complexe déjà que toi ton espérance de gain elle a réduit comme peau de chagrin. Donc en gros, et puis comme les autres se font livrer en plus, t'en as plus en plus de machines qui se branchent, donc c'est une espèce d'exponentielle. Et donc en fait t'as 3 semaines de profitabilité au moment où tu reçois ta machine et après c'est fini quoi. Okay. Et puis après il y a aussi tout le sujet, c'est que moi la machine je l'avais branchée à la maison. Dans l'appart. Le bruit, non? Alors c'est même pas un bruit, c'est le bruit l'équivalent d'un sèche-cheveux en permanence 24/7. Le bruit et la chaleur, hein. Donc c'est pareil. Donc en gros t'as une pièce qui est condamnée dans ton appart, qui sert que à ça, et elle sert que à ça et à sécher le linge évidemment au passage. Mais au moins il y a ça. Et c'est tout quoi. Okay. Et même porte fermée, c'est insupportable le bruit au bout d'un moment. Donc en fait au bout d'un moment tu débranches quoi, tu passes à autre chose. Donc soit tu deviens vraiment professionnel et tu mets ça quelque part, mais à la maison, tu vois. Ok, donc mauvaise expérience minage. Non, mauvaise expérience minage parce qu'en fait c'est 2000 balles. Typiquement entre le temps que j'ai payé, le temps que je reçoive le truc, il s'est passé presque un an. Donc tu vois, le Bitcoin avait déjà bien monté, donc en fait j'aurais eu meilleur temps d'avoir juste acheté du Bitcoin. Tu vois. Et à la fin, tu vois, mon mineur, je l'ai jamais remboursé. En plus, le pire dans l'histoire, c'est encore le pire du pire, c'est que tout ce que j'ai miné avec ce mineur, ce qui à l'époque était pas grand chose, mais ça représentait quand même 3 bitcoins. Donc aujourd'hui ça fait beaucoup, mais à l'époque c'était pas grand chose. À l'époque le bitcoin était à 50 balles. Okay. Mais donc sur un truc que t'as acheté 2000 balles, hein, tu vois. Et le pire du pire, c'est que ces bitcoins, je les ai minés dans une pool parce que déjà à l'époque c'était pas possible d'être solo miner, il fallait miner dans une pool. Okay. Et la pool a fait un rook pool. Wow. Ils se sont barrés avec le pognon des gens et donc en fait même tout ce que j'ai miné, le mec s'est barré avec. Wow, okay. Donc tu vois, l'expérience minage pour moi ça a été genre non. La totale, ok, donc on t'a perdu du fric, j'ai revendu le mineur au rabais à, je sais pas, à 200 balles ou j'en sais rien. Voilà. Ok, la mauvaise expérience. Donc du coup quand t'as remis sur feuille tout ce que t'avais appris sur Bitcoin et t'as commencé à faire ton business model, l'idée de mon pèlerin elle est venue assez naturellement? Ouais, elle est venue assez naturellement et elle a beaucoup évolué aussi dans le temps. Ok. Mais nous, notre idée, mon idée et l'idée globale de l'équipe qui s'est entourée ensuite, parce que le projet a vraiment démarré quand l'équipe s'est constituée. Avant, il y avait Arnaud avec un PowerPoint, donc tu vois, ça vaut rien. Et ce qui compte en fait, c'est vraiment l'équipe et les valeurs que les gens qui m'ont rejoint à cette époque-là, ils m'ont rejoint parce qu'ils partageaient les mêmes valeurs que nous. Okay. Et le but de l'entreprise, personne n'était on veut tous gagner de l'argent comme entreprise, mais le but c'était de changer le monde. Okay. Le but ultime c'était vraiment de créer une révolution, c'était d'amener la self-custody, de dire aux gens mais soyez maîtres de votre destin, détenez vos clés. Okay. N'allez pas acheter le but, encore une fois, il faut revenir en arrière. On a créé Bitcoin pourquoi? Comme un outil de contestation. Bitcoin est né de la crise de 2008 comme un outil de contestation, c'est-à-dire de te dire jusque-là, pour faire une révolution, c'était violent. Une révolution, il fallait couper des têtes.
Et là, on te dit non, maintenant, tu as un outil de révolution pacifique. Si tu veux faire une révolution, il suffit de opt-out. Tu sors du système. Et on t'offre un outil qui est un système parallèle au système que tu connais, qui te permet de transacter, d'économiser et de faire ta vie économique en te passant des banques. Et donc ça, c'était fabuleux. Moi, c'est pour ça que j'ai acheté le Bitcoin en premier lieu, que j'ai acheté dans le sens philosophique, que moi j'ai adhéré au Bitcoin parce que philosophiquement, c'était juste incroyable. Et donc c'était ça, nous, ce qu'on voulait ramener dans cette industrie quand on a lancé Mon Pèlerin en 2017-2018, c'est ça l'idéal.